En septembre 1871, dans une ferme isolée de Normandie, un enfant de 8 ans a reproduit une opération chirurgicale complexe sur un cochon blessé, sans jamais avoir reçu la moindre formation médicale. Ces gestes étaient si précis, si professionnels, que le docteur Edmund Finch, chirurgien expérimenté formé à Édimbourg, en a eu des sueurs froides. Mais ce que l'enfant a fait ensuite, la façon dont il a amélioré la procédure avec une technique que la science officielle ne développerait qu'une décennie plus tard, a glacé le sang de tous ceux qui l'ont observé. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre histoire pourrait être la prochaine que nous racontons. Cette histoire commence par une adoption qui semblait être un acte de charité, mais qui révélerait bientôt des secrets si sombres que la communauté scientifique de l'époque a préféré les enterrer plutôt que de les comprendre. Car derrière les yeux innocents de ce petit garçon se cachait une connaissance qui défie toute explication rationnelle, et dont l'origine plonge ses racines dans les heures les plus noires de l'histoire française. L'année 1871 marque la fin d'une période sanglante pour la France. La guerre franco-prussienne vient de s'achever dans la défaite et l'humiliation, laissant le pays dans un état de dévastation totale. Paris sort à peine des horreurs de la Commune, où les barricades ont coulé de sang et où les exécutions sommaires ont décimé des quartiers entiers. Les campagnes normandes, relativement épargnées par les combats, accueillent un flot constant de réfugiés, d'orphelins et d'exilés, cherchant à reconstruire leur existence sur les ruines de l'ancien monde. C'est dans ce contexte chaotique que le docteur Edmund Finch et sa femme Margaret ont établi leur étrange sanctuaire. Médecins anglais installés près de Rouen depuis une décennie, ils ont transformé leur propriété en refuge pour les victimes de la guerre que les institutions officielles, débordées et désorganisées, ne peuvent plus accueillir. Edmund Finch, 42 ans, diplômé de l'université d'Édimbourg avec les plus grands honneurs, s'était spécialisé dans la chirurgie traumatique après avoir servi comme médecin militaire pendant la guerre de Crimée. Les horreurs qu'il avait vues là-bas, les membres arrachés par la mitraille, les infections qui gangrènent, les agonies interminables dans des hôpitaux de fortune avaient forgé en lui une détermination farouche à repousser les limites de la médecine d'urgence. Margaret, 38 ans, formée aux techniques d'anesthésie les plus modernes dans les hôpitaux londoniens, complétait parfaitement les compétences de son époux. Femme d'une intelligence remarquable, dans une époque où la médecine féminine était encore mal vue, elle avait développé des méthodes révolutionnaires pour atténuer la douleur pendant les interventions chirurgicales. Ensemble, ils avaient bâti une réputation solide parmi l'élite médicale franco-britannique, attirant des patients de toute l'Europe occidentale. Leur propriété, située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Rouen, dans la commune fictive de Saint-Aubin-les-Érables, offrait l'isolement nécessaire pour traiter des cas délicats, loin des regards indiscrets de la capitale et des commérages de la petite bourgeoisie provinciale. Le domaine s'étendait sur une vingtaine d'hectares de prairies vallonnées, bordées au nord par la forêt domaniale de Roumare et au sud par les méandres paisibles de la Seine. Les bâtiments, construits au début du siècle par un riche négociant rouennais, avaient été entièrement rénovés par les Finch pour répondre aux exigences de leur pratique médicale. La maison principale, une bâtisse de pierre calcaire aux lignes sobres et élégantes, abritait leurs appartements privés ainsi qu'une bibliothèque médicale remarquablement fournie. Les époux Finch avaient fait construire dans l'aile est un laboratoire moderne équipé des instruments les plus perfectionnés de l'époque. Microscope allemand, balance de précision, distillateur en verre de Bohême et une collection impressionnante d'instruments chirurgicaux forgés par les meilleurs artisans de Londres et de Paris. Les dépendances, disposées harmonieusement autour d'une cour pavée de grès normands, avaient été transformées en chambres de convalescence, chacune aménagée pour accueillir 1 à 3 patients selon la gravité de leur état. L'ancienne écurie avait été convertie en salle d'opération, avec des murs carrelés de faïence blanche pour faciliter le nettoyage et de grandes verrières orientées au nord pour bénéficier d'un éclairage constant et uniforme.
C'est dans ce cadre idyllique, où la science moderne côtoie la beauté champêtre de la Normandie, que va se dérouler une histoire qui ébranlerait les certitudes les plus solidement établies de ces deux éminents praticiens. C'est par un matin brumeux du 15 septembre 1871 qu'arrive à leur porte un visiteur inattendu. Le père Augustin Delacroix, prêtre de la paroisse voisine de Saint-Martin-du-Tertre, remonte à pied l'allée de tilleuls qui mène à la propriété. Homme dans la soixantaine, le visage buriné par les épreuves de la guerre, il tient par la main un petit garçon aux cheveux châtain clair et aux yeux d'un bleu perçant qui contraste saisissamment avec la pâleur de son teint. Edmund, qui prenait son petit déjeuner en lisant le journal de Rouen, aperçoit le duo par la fenêtre de la salle à manger. Il remarque immédiatement l'étrangeté de la scène. L'enfant ne marche pas comme un enfant de son âge. Ses pas sont mesurés, calculés, et il observe tout autour de lui avec une attention presque malsaine, comme s'il évaluait chaque détail de ce qu'il voit. « Dr Finch », déclare le père Delacroix en retirant respectueusement son chapeau usé. « Pardonnez-moi de vous déranger si tôt, mais cette affaire ne peut attendre. Cet enfant a été trouvé il y a 3 jours près des ruines de Meulan, seul, sans papier, sans famille connue. Il dit s'appeler Lucien, mais refuse obstinément de donner son nom de famille ou de nous dire d'où il vient exactement. » Le prêtre baisse la voix et ajoute d'un ton troublé: « Les autorités locales sont complètement débordées avec tous les réfugiés et l'orphelinat de Rouen refuse de nouveaux pensionnaires. Mais ce n'est pas seulement cela, docteur. Cet enfant, il y a quelque chose d'inhabituel chez lui, quelque chose qui inquiète les gens du village. » Edmund échange un regard avec Margaret, qui vient de les rejoindre. Tous deux sont habitués à accueillir des cas difficiles, mais quelque chose dans le ton du père Delacroix les alerte. « Inhabituel comment ?» demande Margaret en s'agenouillant devant l'enfant. « Bonjour Lucien, comment vas-tu » L'enfant la regarde fixement pendant de longues secondes avant de répondre d'une voix remarquablement posée pour son âge. « Je vais bien, madame. Merci de vous préoccuper de mon état de santé. » La formalité de cette réponse, prononcée avec un accent parisien cultivé, surprend Margaret, mais c'est autre chose qui retient son attention. Pendant qu'elle lui parle, les yeux de l'enfant ne cessent de se déplacer, scrutant son visage avec une intensité troublante, comme s'il étudiait la structure de ses traits, la couleur de sa peau, la forme de ses pupilles. « Hier matin, » reprend le père Delacroix, « la veuve Moreau s'est blessée en tombant dans son escalier. Rien de grave, une entorse à la cheville et quelques écorchures. Mais quand nous avons emmené l'enfant chez elle pour qu'il nous aide à la porter, il s'est mis à examiner sa blessure avec, comment dire, une attention scientifique qui m'a glacé le sang. » Le prêtre se tait un instant, cherchant ses mots. Il a regardé sa cheville comme un médecin examinerait un patient, Dr Finch. Il a même suggéré une façon de la bander que notre rebouteux local n'avait jamais vue. Et ça a marché. La veuve Moreau a pu remarcher dès le lendemain. Edmund fronce les sourcils. A-t-il dit où il avait appris ces techniques? C'est là que cela devient vraiment troublant. Quand nous lui avons posé la question, il a simplement répondu « C'est évident ». Il faut comprimer l'articulation sans bloquer la circulation sanguine. Tout le monde sait ça. Mais docteur, cet enfant a 8 ans. Comment peut-il connaître des choses que même notre rebouteux, qui pratique depuis 30 ans, ignore? Margaret sent un frisson la parcourir. Elle observe Lucien plus attentivement et remarque d'autres détails troublants. Ses vêtements, bien que sales et déchirés par l'errance, révèlent une origine bourgeoise. La qualité du tissu, la finesse des coutures, les boutons de nacre gravés d'un monogramme qu'elle ne parvient pas à déchiffrer. Mais surtout, elle remarque ses mains. Des mains d'enfant, certes, mais aux ongles parfaitement entretenus et aux doigts étrangement agiles, qui bougent constamment comme s'ils répétaient des gestes complexes. « Bien sûr, père Delacroix », finit par répondre Edmund. « Nous allons nous occuper de lui. Lucien, tu vas rester avec nous quelque temps, d'accord ? Nous avons de la place, et tu pourras nous aider dans notre travail si tu le souhaites. » L'enfant hoche la tête avec un sérieux déconcertant, mais Edmund remarque que son attention est déjà captée par autre chose.
À travers la fenêtre du laboratoire, il observe les instruments chirurgicaux qu'Edmund avait laissés sur sa table de travail la veille au soir. Son regard suit chaque reflet du métal avec une fascination presque hypnotique, et ses lèvres bougent silencieusement comme s'il nommait mentalement chaque outil. Après le départ du père Delacroix, Margaret installe Lucien dans une petite chambre au premier étage, meublée simplement mais confortablement. L'enfant accepte tout sans un mot de protestation, mais elle remarque qu'il examine minutieusement chaque objet de la pièce. La texture des draps, la solidité du mobilier, l'emplacement exact de la fenêtre par rapport à la porte, comme s'il mémorisait un plan d'évasion. « As-tu faim, Lucien ?» lui demande-t-elle. « Un peu, madame, mais je peux attendre si vous avez du travail important. » Cette politesse excessive, cette façon de parler comme un adulte miniature, inquiète Margaret plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Cette première nuit, vers 3 heures du matin, Margaret est réveillée par un bruit étrange venant du rez-de-chaussée. Un bruit métallique régulier, comme le cliquetis d'instruments qui s'entrechoquent. Elle descend silencieusement et découvre une scène qui restera gravée dans sa mémoire jusqu'à la fin de ses jours. Lucien se tient debout devant la table d'opération du laboratoire, éclairé par un seul chandelier qu'il a dû allumer lui-même. Il a disposé devant lui une série d'instruments chirurgicaux, scalpels, pinces, écarteurs, sondes, qu'il manipule avec une précision déconcertante. Ses petites mains bougent avec l'assurance d'un chirurgien expérimenté, traçant dans l'air des gestes complexes qu'elle reconnaît comme appartenant à une technique d'incision abdominale particulièrement délicate. Mais ce qui la glace vraiment, c'est l'expression sur le visage de l'enfant. Concentré, professionnel, totalement dénué de l'insouciance qui devrait caractériser un garçon de son âge. Il marmonne des mots techniques dans sa barbe comme s'il récitait une leçon. Incision médiane, érection du fascia, isolement du péritoine, attention aux adhérences. Lucien, chuchote-t-elle. L'enfant sursaute et lâche le scalpel qu'il tenait, redevenant instantanément le petit garçon fragile qu'ils ont accueilli. Je regardais juste, madame. Pardon, je n'arrivais pas à dormir. Comment es-tu descendu sans faire de bruit? Et où as-tu pris cette bougie? Lucien baisse les yeux. Je sais marcher sans faire de bruit. On m'a appris, et j'ai trouvé la bougie dans le tiroir là-bas. Margaret remarque que le tiroir en question était fermé à clé, et que la clé se trouve toujours dans sa poche. Elle examine la serrure. Aucune trace d'effraction, mais le mécanisme a été manœuvré avec une habileté qui dépasse largement les capacités d'un enfant normal. Qui t'a appris à marcher sans faire de bruit, Lucien? Les docteurs. Ils disaient qu'il ne fallait jamais déranger les malades qui dormaient. Quel docteur? Mais Lucien se referme de nouveau, serrant contre sa poitrine la chemise de nuit que Margaret lui a donnée. Cette nuit-là, ni Edmund ni Margaret ne parviennent à retrouver le sommeil. Ils restent éveillés dans leur lit, chacun perdu dans ses pensées, essayant de donner un sens à ce qu'ils viennent de voir. Car Margaret a beau avoir observé la façon dont Lucien tenait le scalpel, l'angle parfait de ses poignets, la position exacte de ses doigts, ce ne sont pas les gestes d'un enfant qui regarde juste. Ce sont les gestes d'un praticien formé, exercé, rompu aux techniques les plus complexes de la chirurgie moderne. Les jours qui suivent cette première nuit révèlent d'autres bizarreries qui s'accumulent comme autant de pièces d'un puzzle incompréhensible. Lucien refuse catégoriquement de parler de son passé, se contentant de réponses évasives quand on l'interroge sur sa famille ou son origine. J'habitais dans un endroit avec beaucoup de docteurs et tout ce qu'il consent à révéler, ajoutant parfois « Ils m'ont appris des choses utiles ». Mais ces connaissances dépassent largement ce qu'un enfant pourrait observer passivement, même dans un environnement médical. Edmund s'en rend compte dès le 3e jour, quand arrive à la propriété un cas d'urgence. Jean-Baptiste Roussel, fermier de 53 ans, victime d'un grave accident de charrue qui lui a ouvert l'abdomen et brisé plusieurs côtes. L'homme arrive dans un état critique, transporté par sa famille dans une charrette de fortune. Edmund et Margaret se précipitent pour l'installer dans la salle d'opération, et c'est alors qu'ils découvrent que Lucien les a suivis.
L'enfant se tient silencieusement près de la porte, observant la scène avec une attention soutenue qui tranche avec l'affolement général. « Lucien, tu ne peux pas rester ici, » lui dit Margaret. « C'est trop impressionnant pour un enfant. » Mais Edmund, qui commence à ausculter le blessé, s'arrête net quand il entend la voix calme de l'enfant derrière lui. Il a une perforation intestinale au niveau de l'iléon et probablement une rupture splénique. Regardez comme son ventre se distend et comme sa peau devient grise. Il faut opérer tout de suite, sinon il va mourir d'une hémorragie interne. Edmund se retourne, stupéfait. Le diagnostic que vient de poser l'enfant correspond exactement à ses propres conclusions. Mais il n'a pas encore eu le temps de les exprimer à voix haute. « Comment peux-tu savoir cela, Lucien ?» L'enfant le regarde avec une expression presque surprise, comme s'il ne comprenait pas pourquoi cette question lui est posée. C'est évident. Regardez comme il respire et comme il appuie sa main ici quand il a mal. Et puis, il y a cette couleur sous sa peau, là et là. Ça montre que le sang s'accumule à l'intérieur. Lucien pointe du doigt des zones précises de l'abdomen du fermier, zones qu'Edmund n'avait pas encore eu le temps d'examiner, mais qui révèlent effectivement, à l'inspection, les signes qu'a décrits l'enfant. Et il faut faire attention, ajoute Lucien d'un ton professoral, parce qu'il a aussi des côtes cassées qui ont pu percer le diaphragme. Si on ouvre l'abdomen sans s'occuper du thorax d'abord, il peut faire un pneumothorax et mourir pendant l'opération. Cette fois, Edmund reste littéralement pétrifié. La complication que vient de mentionner l'enfant est rarissime, difficile à diagnostiquer, et sa prise en charge fait partie des techniques les plus avancées de la chirurgie traumatique. Lui-même n'y aurait pensé qu'après avoir ouvert l'abdomen et constaté les lésions internes. Où as-tu appris tout cela ? Je l'ai vu souvent. Les docteurs, ils expliquaient toujours pourquoi les gens mouraient. Il fallait bien écouter et bien retenir. L'opération se déroule exactement comme l'a prédit Lucien. Edmund découvre les lésions intestinales et spléniques, répare la perforation diaphragmatique que révèle l'exploration thoracique et sauve la vie du fermier grâce aux indications précoces données par l'enfant. Mais pendant toute la durée de l'intervention, il ne peut s'empêcher de remarquer la façon dont Lucien observe chaque geste, avec une satisfaction froide, presque clinique, comme un maître évaluant le travail d'un élève. À un moment, quand Edmund hésite sur la meilleure technique de suture pour une plaie particulièrement délicate, l'enfant murmure « Il faut faire des points en croix profond pour que les tissus se ressoudent bien, et mettre du sel dedans après, pour éviter la gangrène. » La technique que vient de décrire l'enfant est une méthode expérimentale qu'Edmund a lui-même développée pendant la guerre de Crimée, mais qu'il n'a jamais enseignée ni même mentionnée devant qui que ce soit. C'est une innovation personnelle qu'il garde jalousement secrète en attendant de pouvoir la publier dans les journaux médicaux londoniens. « D'où connais-tu cette technique, Lucien ?» L'enfant le regarde avec des yeux innocents. « Je sais pas. Je l'ai vu quelque part. Ça marche mieux que les points normaux, et, quand Edmund applique la suggestion de l'enfant, la plaie se referme parfaitement, cicatrisant plus rapidement que toutes ses prévisions les plus optimistes. Cette nuit-là, Edmund ne parvient pas à trouver le sommeil. Il se lève vers minuit et trouve Lucien assis dans le jardin, parfaitement immobile dans l'obscurité, fixant les étoiles avec une concentration troublante. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demande Edmund, en s'asseyant à côté de lui sur le banc de pierre. « Je dors pas beaucoup », répond l'enfant sans détourner son regard du ciel. « Avant, je dormais jamais. Il fallait toujours regarder. »« Regarder quoi ?» Lucien se tourne vers lui, et dans la lumière blafarde de la lune, Edmund aperçoit quelque chose dans ses yeux qui le fait frissonner. Une fatigue immense, un poids existentiel qui ne devrait pas exister chez un enfant de son âge. Les docteurs. Il fallait regarder ce qu'ils faisaient aux gens. Tout regarder, tout retenir. Sinon, ils faisaient pareil à nous. Faisaient quoi? Ils nous mettaient sur la table aussi. Edmund sent sa gorge se serrer. Quelle table? La table où ils ouvraient les gens. Pour voir ce qu'il y avait dedans. Pour apprendre. L'enfant se tait pendant de longues minutes, puis ajoute d'une voix neutre dénuée d'émotion. Au début, j'avais peur.
Mais après, j'ai compris que si j'apprenais bien, si je montrais que j'étais utile, il me laisserait du bon côté de la table. Alors j'ai appris. J'ai tout appris. Edmund réalise à cet instant qu'il ne s'agit plus seulement d'un orphelin aux capacités exceptionnelles, mais peut-être du survivant de quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui défie toutes les lois de la morale et de la décence humaine. Dans les jours qui suivent, Margaret fait sa propre découverte troublante. En rangeant les affaires de Lucien, elle trouve caché sous son matelas un carnet de cuir noir, rempli de dessins et de notes d'une précision saisissante. Les illustrations montrent des corps humains dans diverses positions et états, certains ouverts pour révéler leurs organes internes, d'autres présentant des blessures spécifiques, d'autres encore dans différentes phases de décomposition. Mais ce ne sont pas les dessins eux-mêmes qui la glacent d'horreur, c'est leur précision clinique et les annotations minutieuses qui les accompagnent, rédigées dans une écriture enfantine, mais avec une terminologie médicale parfaitement exacte. Sujet masculin, environ 40 ans, section complète de l'artère fémorale au niveau du triangle de Scarpa, exsanguination en 4 minutes et 23 secondes. Râle d'agonie pendant les 90 dernières secondes, rigidité cadavérique après 2 heures. Sujet féminin, 25 ans, perforation pulmonaire par côte brisée au niveau de D6, D7, pneumothorax complet, agonie de 12 minutes, cyanose progressive. Dernière parole, mes enfants, température corporelle à la mort, 35,2 degrés. Sujet pédiatrique masculin, 6 ans, traumatisme crânien avec fracture temporale, inconscience immédiate, convulsion intermittente, décès après 30 minutes, pupille dilatée, saignement par le nez et les oreilles, poids 18,5 kg. Chaque dessin est accompagné d'observations méticuleuses sur les symptômes pré-mortem, les réactions physiologiques, les temps de survie, les signes vitaux. C'est le travail d'un pathologiste expérimenté, pas celui d'un enfant de 8 ans. Margaret montre le carnet à Edmund, qui devient livide en le feuilletant. Page après page, il découvre des centaines d'observations cliniques, toutes rédigées de la même écriture enfantine, toutes d'une précision scientifique irréprochable. Ces observations, Edmund, elles sont exactes dans les moindres détails. Chaque description anatomique, chaque donnée physiologique, chaque chronologie des symptômes, c'est comme s'il les avait vus de ses propres yeux, termine Edmund d'une voix blanche, comme s'il avait assisté à des centaines de morts en prenant des notes. Au fond du carnet, il découvre une page différente des autres. Au lieu de dessins anatomiques, elle contient une liste de noms accompagnés de dates et de descriptions succinctes. Marie Dubois, 7 ans, 23 mars 1871, erreur sur la dose d'éther. Le docteur Beaumont était en colère. Pierre Lemoine, 9 ans, 15 avril 1871, n'arrivait pas à retenir les noms des os. Remplacé. Antoine Morvan, 6 ans, 2 mai 1871, trop sensible. Pleurait pendant les opérations. Céleste Renaud, 8 ans, 18 mai 1871, a essayé de s'enfuir, rattrapé. La liste continue sur plusieurs pages, chaque nom suivi d'une date et d'une explication laconique. Au total, Edmund compte 43 noms d'enfants, tous âgés de 6 à 10 ans, tous remplacés ou éliminés pour diverses raisons au cours du premier semestre 1871. « Mon Dieu !» murmure Margaret en serrant le carnet contre sa poitrine. « Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit ?» Au fil des semaines, les manifestations des étranges capacités de Lucien se multiplient et se précisent. Edmund commence à tenir un journal détaillé de ses observations, espérant y trouver un début d'explication rationnelle à ce qu'il considère de plus en plus comme un phénomène scientifique inexplicable. 3 octobre 1871. Lucien a assisté aujourd'hui à l'amputation du bras gangrené du vieux Bertrand Leclerc. Non seulement il n'a montré aucun signe de malaise face aux aspects les plus éprouvants de l'opération, le sciage de l'os, l'odeur de la chair putréfiée, les cris du patient malgré l'anesthésie, mais il a anticipé chacun de mes gestes avec une précision troublante.
Avant même que je demande tel ou tel instrument, il le préparait déjà sur la table, dans l'ordre exact où j'allais l'utiliser. Il m'a même suggéré une modification de ma technique habituelle, utiliser une scie à mouvement oscillant plutôt que rectiligne pour sectionner l'humérus, afin d'éviter les éclats osseux qui peuvent endommager les tissus environnants. Cette suggestion révèle une compréhension de la biomécanique osseuse qui dépasse largement le niveau d'un étudiant en médecine de première année. 7 octobre 1871. Fait encore plus troublant, Lucien a suggéré une modification de ma technique d'anesthésie locale pour l'extraction d'une balle logée dans la cuisse de Louis Mercier, ancien mobile blessé pendant la retraite sur le Mans. Sa proposition était si précise et si innovante que j'ai décidé de l'essayer. Mélanger l'éther avec une petite quantité de laudanum et l'injecter directement dans les tissus autour de la blessure plutôt que de faire inhaler les vapeurs au patient. Le résultat fut remarquable. Le patient n'a ressenti aucune douleur pendant l'extraction et le réveil s'est fait sans les nausées et les vertiges habituels. Comment un enfant de 8 ans peut-il connaître les propriétés combinées de substances que j'étudie moi-même depuis des années et surtout concevoir des améliorations que n'ont pas encore imaginées les meilleurs anesthésistes de Paris et de Londres? 12 octobre 1871, Margaret m'a rapporté avoir trouvé Lucien en train de soigner un chat blessé dans la grange. L'animal, probablement victime d'une chute du grenier, présentait une fracture ouverte de la patte arrière droite avec luxation de l'articulation tibio-tarsienne. Lucien avait improvisé une attelle avec des morceaux de bois de caisse et des bandages volés dans ma trousse, appliquant une technique de réduction de fracture et d'immobilisation que j'aurais moi-même utilisée pour un patient humain. Plus troublante encore, il avait nettoyé la plaie avec de l'eau de vie trouvée dans la cuisine, anticipant ainsi les principes d'antisepsie que Lister commence à peine à développer en Angleterre. L'animal guérit parfaitement, sans infection ni complications, mais la précision des gestes de l'enfant, sa connaissance instinctive de l'anatomie comparative, sa compréhension intuitive des principes de cicatrisation, tout cela était d'un niveau professionnel qui me glace le sang. 16 octobre 1871. Conversation troublante avec Lucien au sujet de ses connaissances. Quand je lui ai demandé comment il avait su soigner le chat, il m'a répondu avec cette simplicité déconcertante qui le caractérise. C'est pareil que pour les gens, sauf que les os sont plus petits et que ça guérit plus vite. Puis il a ajouté, d'un ton parfaitement neutre, « Les docteurs, ils nous faisaient regarder sur les animaux d'abord, pour qu'on comprenne avant de passer aux vrais malades. » Cette révélation m'a donné froid dans le dos. Lucien semble avoir été formé selon une progression pédagogique méthodique. D'abord, l'observation d'expérimentation sur des animaux, puis sur des humains. Mais quel genre d'institution médicale formerait des enfants de cette manière? 22 octobre 1871. Découverte encore plus inquiétante. En inspectant les dessins que fait constamment Lucien, j'ai remarqué qu'il ne se limite pas aux observations anatomiques. Il dessine également des instruments chirurgicaux, mais pas ceux que nous utilisons couramment. Il s'agit d'instruments modifiés, améliorés, adaptés à des usages spécifiques que je n'arrive pas toujours à identifier. L'un d'eux m'a particulièrement frappé. Une sorte de scalpel à lame courbe avec un manche articulé qui permettrait d'atteindre des zones anatomiques normalement inaccessibles sans agrandir excessivement l'incision. L'idée est géniale, mais sa réalisation nécessiterait des compétences en métallurgie fine que ne possèdent que les meilleurs fabricants d'instruments de Londres ou de Vienne. Quand j'ai montré ce dessin à Lucien en lui demandant d'où lui venait cette idée, il m'a répondu « Le docteur Beaumont. Il disait toujours qu'il fallait améliorer les outils pour mieux comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur des gens. Il nous faisait dessiner nos idées, et après il les faisait fabriquer par le forgeron. » Première mention explicite de ce mystérieux docteur Beaumont. J'ai bien l'intention d'approfondir cette piste. C'est Margaret qui fait la découverte la plus troublante de cette période. En fouillant plus méthodiquement les affaires de Lucien, elle trouve cousu dans la doublure de sa veste un petit paquet de papier plié, protégé par une toile cirée.
Il s'agit de fragments de correspondance, apparemment arrachés à des lettres officielles, mais dont les entêtes sont encore lisibles. Le premier fragment porte l'emblème de l'Académie impériale de médecine et la date du 12 février 1871. Approuve les expérimentations du docteur Beaumont dans le cadre de l'effort de guerre, à condition que les sujets soient volontaires et que les protocoles respectent les principes fondamentaux de la déontologie médicale. Les enfants recueillis dans le cadre de ce programme devront être traités avec la plus grande humanité et ne pourront en aucun cas être considérés comme des sujets d'expérimentation. Le deuxième fragment, daté du 18 mars 1871, semble provenir d'une correspondance entre militaires. Le général Trochu confirme l'allocation de fonds exceptionnels pour le laboratoire du docteur Beaumont. Les résultats obtenus jusqu'ici dépassent nos espérances les plus optimistes. Si ces techniques peuvent être perfectionnées et enseignées rapidement à nos chirurgiens de campagne, nous pourrions sauver des milliers de vies pendant le siège. L'utilisation d'assistants juvéniles se révèle particulièrement efficace. Leurs petites mains permettent des manipulations impossibles pour des adultes, et leur capacité d'apprentissage par imitation dépasse largement nos prévisions. Le troisième fragment, le plus récent et le plus troublant, porte la date du 15 mai 1871. Ordonne la fermeture immédiate du laboratoire et la destruction de tous les documents relatifs aux activités du docteur Beaumont. Les accusations portées par les témoins survivants sont d'une gravité exceptionnelle et ne peuvent être rendues publiques sans risquer de compromettre la réputation de l'institution médicale française dans son ensemble. Le docteur Beaumont sera considéré comme disparu, et toute recherche à son sujet est désormais interdite par ordre du ministère de la Guerre. Margaret sent ses mains trembler en lisant ces lignes. Elle comprend maintenant qu'elle et Edmund hébergent peut-être le survivant d'une expérimentation médicale clandestine, autorisée au plus haut niveau de l'État français et menée par un médecin dont l'existence même a été officiellement effacée. Cette nuit-là, elle confronte doucement Lucien avec ses découvertes. « Lucien, ces papiers que tu gardais cousus dans ta veste, d'où viennent-ils » L'enfant se raidit instantanément, ses petites mains se crispant sur sa couverture. « Je les ai pris quand je suis parti. Le docteur Beaumont, il avait dit qu'il fallait toujours garder des preuves, au cas où. » « Au cas où quoi ? Au cas où quelqu'un ne nous croirait pas. » Margaret s'assoit au bord du lit de l'enfant, prenant soin de garder une distance rassurante. « Lucien, peux-tu me parler du docteur Beaumont ? De ce qui s'est passé dans ce laboratoire ?» L'enfant la regarde longuement, comme s'il évaluait sa capacité à comprendre et à accepter ce qu'il va lui révéler. Le docteur Beaumont, il était très intelligent. Il savait plein de choses sur comment les gens sont faits à l'intérieur. Il disait qu'il fallait apprendre vite parce qu'il y avait la guerre et que beaucoup de soldats allaient mourir si on ne trouvait pas de meilleure façon de les soigner. La voix de Lucien est monocorde, dénuée d'émotion, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Il nous avait choisis, nous les enfants, parce qu'on apprenait plus vite que les grands. Et puis nos mains, elles étaient plus petites. Alors on pouvait faire des choses que les grands docteurs, ils n'arrivaient pas à faire. Quelles choses? Tenir les petits instruments, aller chercher les morceaux cassés dans les endroits trop étroits, recoudre les petits vaisseaux sanguins, des choses comme ça. Lucien se tait un moment puis reprend. Au début, il y avait beaucoup d'enfants. On était, je sais plus, peut-être 50. On habitait dans les caves de l'hôpital et tous les jours, le docteur Beaumont, il nous apprenait des choses nouvelles. Il vous faisait mal? Pas au début. Il était gentil. Il nous donnait à manger et des vêtements propres et des livres avec des images du corps humain. Il disait qu'on était ses assistants spéciaux, qu'on allait devenir des grands docteurs plus tard. Margaret sent son cœur se serrer en imaginant la façon dont Beaumont avait dû manipuler ses enfants, leur faisant miroiter un avenir glorieux pour mieux les entraîner dans son piège. Mais après, ça a changé. Le visage de Lucien se ferme légèrement. Après, il a dit qu'il fallait apprendre plus vite, que les soldats, ils mouraient trop vite et qu'on n'avait pas le temps de faire comme dans les livres. Alors il a commencé à nous montrer sur de vrais malades. Des soldats blessés? Au début, oui.
Des soldats qui allaient mourir de toute façon, il disait. Il nous faisait regarder pendant qu'il essayait de nouvelles opérations. Il fallait tout retenir, tout dessiner après, pour qu'il puisse améliorer ses techniques la fois d'après. Lucien s'arrête, et Margaret voit qu'il lutte visiblement contre des souvenirs douloureux. Et puis il y a eu moins de soldats blessés, parce que la guerre, elle était presque finie. Mais le docteur Beaumont, il voulait continuer à apprendre. Alors il a commencé à prendre d'autres gens. Quels autres gens? Des prisonniers, des gens qu'on avait arrêtés pendant la Commune, des gens qui avaient fait des bêtises, il disait. Il expliquait que c'était mieux de les utiliser pour sauver d'autres vies que de les laisser pourrir en prison. Margaret sent une nausée monter en elle. Elle commence à comprendre l'ampleur de l'horreur que cache le passé de cet enfant. Et vous, les enfants, vous étiez toujours juste observateurs. Lucien baisse les yeux. Au début, oui, mais le docteur Beaumont, il disait qu'on n'apprenait pas assez vite juste en regardant, qu'il fallait qu'on essaie nous-mêmes pour vraiment comprendre. Essayer quoi? Faire des opérations. Sur les prisonniers d'abord, après sur d'autres gens. La confession de Lucien plonge Margaret dans un état de sidération qui dure plusieurs jours. Elle ne peut plus regarder cet enfant de la même façon, ne peut plus ignorer que derrière ses yeux innocents se cache le souvenir d'actes que son esprit d'adulte cultivé refuse d'accepter. Pourtant, il lui faut bien se rendre à l'évidence. Lucien ne ment pas. Chaque détail qu'il révèle, chaque description technique qu'il donne, correspond trop précisément à la réalité médicale pour être le produit d'une imagination d'enfant. Edmund, de son côté, décide de mener sa propre enquête. Il contacte discrètement ses confrères parisiens, espérant obtenir des informations sur les institutions médicales qui auraient pu accueillir Lucien pendant la guerre et sur ce mystérieux docteur Beaumont dont le nom revient constamment dans les récits de l'enfant. C'est le docteur Henri Lacroix, ancien chirurgien en chef de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et ami de longue date d'Edmund, qui lui fournit la première piste concrète. Dans une lettre confidentielle datée du 2 novembre 1871, Lacroix évoque prudemment l'existence, pendant les derniers mois du siège de Paris, d'un laboratoire expérimental dirigé par un certain docteur Armand Beaumont, un médecin militaire dont les méthodes étaient, selon ses propres termes, controversées. Mon cher Finch, j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de ma discrétion habituelle, mais l'affaire Beaumont reste un sujet particulièrement sensible dans nos milieux. Ce médecin diplômé de la faculté de Paris avec les félicitations du jury en 1862 avait établi pendant le siège, dans les sous-sols réquisitionnés de l'ancien hôpital militaire Saint-Antoine, un laboratoire où il prétendait développer de nouvelles techniques chirurgicales d'urgence pour les blessés de guerre. Beaumont avait obtenu l'aval du ministère de la Guerre et de l'Académie de médecine pour mener ses recherches, dans le cadre de l'effort national pour améliorer le taux de survie de nos soldats. Ses premières publications, diffusées dans les cercles médico-militaires, faisaient état de résultats remarquables. Des techniques d'amputation révolutionnaires qui réduisaient les risques d'infection de 60%, des méthodes de suture interne qui divisaient par 3 les temps de cicatrisation, des protocoles d'anesthésie qui permettaient des interventions d'une durée jusqu'alors impensable. Cependant, des rumeurs persistantes faisaient état d'irrégularités troublantes dans ces méthodes de travail. Il semblerait que Beaumont utilisait non seulement des soldats blessés comme sujet d'expérimentation, ce qui était acceptable dans le contexte de la guerre, mais aussi des prisonniers prussiens, des condamnés de droit commun, et même, Dieu me pardonne d'écrire ces mots, des enfants orphelins qu'il prétendait former comme assistants chirurgicaux d'un nouveau genre. Beaumont soutenait, dans ses rapports au ministère, que les jeunes esprits, non corrompus par les préjugés et les limitations de la formation médicale traditionnelle, pouvaient absorber et mémoriser les techniques les plus complexes par simple observation répétée. Il appelait cela l'apprentissage par imprégnation traumatique, une théorie qu'il avait développée en s'inspirant des travaux de nos collègues aliénistes sur la psychologie de l'enfance. Selon ces rapports, ces enfants assistants montraient des capacités d'apprentissage extraordinaires.
Il mémorisait en quelques séances des procédures que des étudiants en médecine mettaient des mois à maîtriser. Il développait une dextérité manuelle exceptionnelle. Et surtout, il n'était pas affecté par les aspects émotionnels de la chirurgie, qui paralyse souvent les jeunes praticiens face à la souffrance humaine. La lettre de la Croix se fait plus sombre dans sa deuxième partie. Malheureusement, l'affaire prit une tournure dramatique au début du printemps 1871. Plusieurs témoins, des infirmiers, des soldats en convalescence et même quelques médecins commencèrent à faire circuler des récits troublants sur ce qui se passait réellement dans les laboratoires de Beaumont. Il était question d'expérimentations qui dépassaient largement le cadre thérapeutique, de pratiques qui s'apparentaient plus à de la vivisection qu'à de la chirurgie médicale. On parlait d'enfants forcés non seulement à assister à des interventions traumatisantes, mais à y participer activement, à pratiquer eux-mêmes des actes chirurgicaux sur des sujets humains conscients. On évoquait des séances de formation où ces enfants étaient contraints de reproduire sur des prisonniers des techniques qu'ils avaient observées, sous peine de devenir eux-mêmes sujets d'expérimentation. Le plus troublant, mon cher ami, c'est que ces accusations semblaient corroborées par les résultats obtenus. Les techniques développées par Beaumont et ses jeunes assistants étaient d'une efficacité redoutable, mais leur niveau de sophistication dépassait tout ce qui se pratiquait alors en Europe. Comment des enfants de 8 à 10 ans avaient-ils pu contribuer au développement de méthodes chirurgicales qui révolutionnaient littéralement notre art? L'affaire fut étouffée avec une rapidité qui en dit long sur les implications politiques qu'elle pouvait avoir. Après la chute de la Commune, au mois de mai 1871, le laboratoire de Beaumont fut fermé par ordre direct du nouveau gouvernement. Tous les documents relatifs à ses activités furent confisqués et, selon mes informations, détruits. Beaumont lui-même disparut du jour au lendemain, officiellement muté sur un front lointain, officieusement évaporé dans la nature. Quant aux enfants qui avaient participé à ces expérimentations, leur sort reste mystérieux. Certains auraient été replacés dans des orphelinats de province sous de fausses identités. D'autres auraient simplement disparu. Quelques-uns, paraît-il, auraient été recueillis par des familles de médecins qui ignoraient tout de leur passé. J'ignore pourquoi vous vous intéressez à cette affaire, mon cher Finch, mais si vous avez des raisons de croire qu'un de ces enfants a pu échouer entre vos mains, je ne saurais trop vous recommander la prudence. Les traumatismes subis par ces jeunes êtres dépassent probablement tout ce que notre science psychiatrique peut comprendre et soigner. Edmund termine la lecture de cette lettre avec un sentiment de vertigo. Chaque détail décrit par la Croix correspond exactement à ce qu'il a observé chez Lucien. Les capacités d'apprentissage exceptionnelles, la dextérité manuelle, l'absence apparente d'empathie face à la souffrance, la maîtrise de techniques chirurgicales impossibles pour son âge. Mais cette confirmation de ses soupçons le plonge dans un dilemme moral déchirant. Que faire de cette révélation? Comment traiter un enfant qui n'est plus vraiment un enfant, mais le produit d'une expérimentation humaine qui défie tous les principes de la civilisation? Cette même nuit, Edmund décide de confronter Lucien avec les informations qu'il vient de recevoir. Il trouve l'enfant dans sa position habituelle, assis dans le jardin, immobile dans l'obscurité, fixant les étoiles avec une concentration qui a quelque chose d'hypnotique. Lucien, j'ai écrit à des collègues parisiens au sujet du docteur Beaumont. L'enfant ne bouge pas, mais Edmund remarque que ses épaules se raidissent légèrement. Ils m'ont confirmé ce que tu m'as raconté. Ce laboratoire, ces expériences, tout cela a vraiment existé. Je sais que ça a existé, répond Lucien d'une voix neutre. J'y étais. Peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé là-bas? Ce qu'on vous faisait faire? Lucien se tourne vers lui, et dans la lumière blafarde de la lune, Edmund aperçoit de nouveau cette expression troublante. Un mélange de fatigue existentielle et de résignation qui ne devrait pas exister chez un enfant. Vous voulez vraiment savoir? Je pense qu'il faut que je sache. Pour t'aider. Lucien sourit, un sourire sans joie qui donne froid dans le dos. Au début, on était juste des assistants. On tenait les instruments, on nettoyait le sang, on regardait le docteur Beaumont faire ses opérations.
Il nous expliquait tout ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il aurait pu le faire mieux. L'enfant se tait un moment, puis reprend. Il disait qu'on était des petits génies, qu'on apprenait plus vite que tous les étudiants en médecine qu'il avait eus avant. Il nous récompensait quand on retenait bien les leçons. Il nous donnait des bonbons et des livres d'anatomie avec de belles images colorées. Et les patients? C'étaient vraiment des soldats blessés? Au début, oui. Des soldats qui allaient mourir de toute façon, comme il disait. Il nous expliquait qu'on essayait de leur sauver la vie et que même si on n'y arrivait pas, au moins on apprenait quelque chose qui pourrait sauver d'autres soldats plus tard. Edmund sent sa gorge se serrer. Et après? Après, il y a eu la Commune. Plus de soldats blessés, mais plein de gens arrêtés pour avoir fait la révolution. Le docteur Beaumont, il a dit que c'était des ennemis de la France, des gens dangereux qu'il fallait empêcher de nuire. Alors il a continué ses expériences sur eux. Tu as participé à ces expériences? Lucien hoche la tête avec une simplicité terrifiante. Bien sûr, c'était mon travail. Le docteur Beaumont, il m'avait dit que j'étais doué, que j'avais des mains parfaites pour la chirurgie fine. Il m'a appris à faire des sutures, à ligaturer les artères, à retirer les éclats d'os, à ouvrir les crânes pour regarder les cerveaux. Edmund sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ouvrir les crânes? Oui, c'était le plus difficile, mais aussi le plus intéressant. Le docteur Beaumont, il voulait comprendre comment marchait l'intelligence humaine. Alors on ouvrait le crâne des prisonniers, et on regardait leur cerveau pendant qu'ils étaient encore vivants. Comme ça, on pouvait voir quelle partie s'activait quand ils parlaient, ou quand ils avaient peur, ou quand ils avaient mal. La voix de Lucien reste parfaitement monocorde, comme s'il décrivait la préparation d'un repas. Mes mains étaient parfaites pour ça, parce qu'elles étaient assez petites pour entrer dans le crâne sans abîmer le cerveau. Le docteur Beaumont, il me faisait toucher différentes zones pour voir ce que ça provoquait comme réaction. Edmund réalise avec horreur qu'il est en train d'écouter la description méthodique d'actes de torture d'une sophistication inouïe, décrit par un enfant avec le détachement clinique d'un rapport médical. Et les autres enfants? Ils faisaient la même chose que toi? Non. Moi, j'étais le meilleur. Les autres, ils avaient d'autres spécialités. Marie, elle était très douée pour les opérations sur l'appareil digestif. Pierre, il savait très bien recoudre les vaisseaux sanguins. Antoine, il était fort pour les amputations propres. Lucien s'arrête, et son expression se fait légèrement plus sombre. Mais il fallait toujours être le meilleur. Si on faisait des erreurs, si on apprenait trop lentement, le docteur Beaumont, il nous faisait passer de l'autre côté de la table. L'autre côté de la table? Oui. Au lieu d'être ceux qui font les opérations, on devenait ceux sur qui on fait les opérations, pour que les autres enfants puissent s'entraîner. Edmund sent ses jambes se dérober sous lui. Cette révélation dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Non seulement Beaumont utilisait des enfants comme assistants chirurgicaux, mais il les utilisait également comme sujets d'expérimentation quand ils ne répondaient pas à ses attentes. Combien d'enfants ont passé de l'autre côté? Beaucoup. Au début, on était 53. À la fin, on était plus que 4. Et les autres? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Lucien le regarde avec des yeux vides. Ils nous ont servi à apprendre. Le docteur Beaumont, il disait que c'était pas gaspillé, parce qu'on apprenait quelque chose à chaque fois. Et puis, comme ça, on savait qu'il fallait bien travailler si on voulait pas finir pareil. Si cette révélation vous donne des frissons et que vous vous demandez comment un tel niveau d'horreur a pu exister, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces méthodes qui dépassent l'entendement. Cette nuit-là, Edmund ne ferme pas l'œil. Il reste assis à son bureau, essayant de digérer l'ampleur de ce que vient de lui révéler Lucien. Comment un enfant de 8 ans peut-il décrire de telles horreurs avec un tel détachement? Comment son esprit a-t-il pu survivre à de telles expériences sans sombrer dans la folie? Mais surtout, une question le hante. Que faire maintenant qu'il connaît la vérité? Comment soigner un enfant dont l'esprit a été forgé dans de telles conditions?
Comment l'aider à redevenir humain quand tout son apprentissage lui a enseigné à considérer les autres êtres humains comme des objets d'étude? Les semaines qui suivent cette confession marquent un tournant dramatique dans l'évolution de Lucien. Comme si le fait d'avoir révélé son secret l'avait libéré d'un poids, l'enfant commence à manifester plus ouvertement ses capacités extraordinaires. Edmund et Margaret assistent alors à des démonstrations qui défient tout ce qu'ils croyaient savoir sur les limites de l'intelligence et de l'apprentissage humain. Le premier incident se produit le 18 novembre 1871, quand arrive à la propriété un cas d'urgence particulièrement complexe. Amélie Rousseau, une jeune femme de 24 ans, victime d'un accident de voiture à cheval qui lui a causé des blessures internes multiples. L'attelage, effrayé par un coup de tonnerre, s'était emballé et avait versé dans un fossé, écrasant partiellement la passagère sous le poids de la carriole. Edmund examine la patiente et diagnostique rapidement la gravité de son état. Fractures multiples des côtes, probable perforation pulmonaire, hémorragie interne massive. L'opération nécessaire est d'une complexité redoutable, avec des risques de complications qui dépassent largement ses compétences habituelles. Dans un hôpital parisien, une telle patiente aurait nécessité l'intervention simultanée de plusieurs chirurgiens spécialisés. Edmund hésite. L'opération est risquée, et ses chances de succès incertaines. S'il échoue, non seulement il perdra sa patiente, mais sa réputation en souffrira gravement. S'il refuse d'opérer, la jeune femme mourra certainement dans les heures qui viennent. C'est alors que Lucien apparaît dans le laboratoire, comme toujours silencieux et observateur. Mais cette fois, il ne se contente pas de regarder. Il s'approche de la table d'opération et d'une voix claire et assurée commence à décrire exactement l'état de la patiente. Elle a une hémorragie au niveau de la rate, probablement causée par une fracture de la 11e côte gauche. Il y a aussi une perforation du poumon droit avec un pneumothorax partiel qui s'aggrave, et regardez la couleur de ses lèvres. Elle fait une embolie graisseuse à cause des fractures du fémur. Edmund reste stupéfait. Les diagnostics que vient de poser l'enfant correspondent exactement à ses propres conclusions. Mais il n'a pas encore eu le temps de les exprimer, ni même de procéder aux examens nécessaires pour les confirmer. Comment peux-tu voir tout cela, Lucien ? L'enfant le regarde avec une expression presque surprise, comme s'il ne comprenait pas pourquoi cette question lui est posée. C'est évident. Regardez comme elle respire, comme sa cage thoracique se soulève asymétriquement. Et cette teinte bleutée autour de ses yeux, c'est typique de l'hypoxie due à l'embolie. Et puis, palpez ici et là, vous sentez les fragments osseux sous la peau. Lucien guide les mains d'Edmund vers des zones précises du corps de la patiente, zones qu'Edmund n'avait pas encore eu le temps d'examiner, mais qui révèlent effectivement, à la palpation, les signes qu'a décrits l'enfant. « Il faut opérer tout de suite », continue Lucien avec une autorité troublante. « Mais pas comme vous avez l'habitude de faire, il faut ouvrir à 3 endroits en même temps. L'abdomen pour la rate, le thorax pour le poumon, et la cuisse pour stabiliser la fracture du fémur. Et il faut le faire dans le bon ordre, sinon elle mourra d'hémorragie avant qu'on ait fini. » Edmund sent ses mains trembler. Ce que propose l'enfant est une intervention chirurgicale d'une complexité inouïe, qui nécessiterait normalement une équipe de 4 ou 5 chirurgiens expérimentés travaillant en coordination parfaite. « Lucien, je ne peux pas faire une opération si complexe tout seul. »« Vous n'êtes pas tout seul, » répond l'enfant simplement. « Je vais vous aider. Tu es un enfant. Tu ne peux pas. Je sais exactement quoi faire, » l'interrompt Lucien avec une assurance glaciale. « Le docteur Beaumont, il m'a fait faire des opérations beaucoup plus compliquées que celle-là. Et vous, vous êtes meilleur chirurgien que lui. Ensemble, on peut la sauver. » Edmund regarde Margaret, qui a assisté à toute la scène avec une expression d'incrédulité croissante. Dans ses yeux, il lit la même question qui le tourmente. Ont-ils le droit de laisser mourir cette jeune femme par respect pour les conventions, alors qu'ils ont peut-être à leur disposition le moyen de la sauver ? « D'accord, » finit-il par dire. « Mais c'est moi qui décide de tout. Tu ne fais que ce que je te dis de faire. » Lucien acquiesce,
Mais Edmund remarque dans son regard une lueur qui le met mal à l'aise. L'enfant semble déjà visualiser toute l'opération, anticiper chaque geste, comme s'il dirigeait mentalement une symphonie chirurgicale qu'il a déjà jouée 1000 fois. L'opération commence dans un silence tendu. Edmund pratique la première incision abdominale, pendant que Lucien prépare les instruments avec une précision mécanique. Mais très rapidement, les rôles s'inversent subtilement. C'est l'enfant qui guide, qui anticipe, qui corrige. Plus profond, mais attention au côlon transverse qui passe juste là, murmure Lucien en pointant un endroit précis. Et tournez votre poignet de 15 degrés vers la droite pour éviter l'artère mésentérique. Edmund suit instinctivement ses instructions et découvre que chaque conseil est parfaitement exact. L'enfant semble voir à travers les tissus, anticiper chaque anatomie particulière, prévoir chaque complication possible. Pendant 3 heures, ils opèrent ensemble dans une coordination parfaite qui défie toute logique. Lucien manipule des instruments avec une dextérité que des chirurgiens expérimentés lui envieraient, suture des vaisseaux avec une précision millimétrique, stabilise des fractures selon des techniques qu'Edmund n'a jamais vues, mais qui révèlent immédiatement leur supériorité. Margaret, qui assiste à l'intervention, ne peut détacher son regard de ce petit garçon de 8 ans qui opère avec la maîtrise d'un maître chirurgien. Mais ce qui la trouble le plus, c'est l'expression sur son visage. Une concentration froide, clinique, totalement dénuée d'émotions humaines. L'opération se termine par un succès complet. Amélie Rousseau survit et guérit sans aucune complication, retrouvant l'usage complet de ses membres en quelques semaines. Mais Edmund ressort de cette expérience profondément troublé. Il vient d'assister à une démonstration de génie médical qui dépasse tout ce qu'il a jamais vu. Mais ce génie émane d'un enfant dont l'humanité semble avoir été systématiquement effacée. Dans les semaines qui suivent cette opération, Edmund prend une décision qui hantera sa conscience jusqu'à la fin de ses jours. Il comprend qu'il ne peut pas garder Lucien indéfiniment sans compromettre sa propre santé mentale et celle de Margaret. Mais il réalise aussi qu'il ne peut pas le confier aux autorités sans risquer de voir recommencer les horreurs dont l'enfant a été victime. Il contacte discrètement plusieurs confrères européens et finit par trouver une solution. Le docteur Heinrich Zimmermann, directeur d'un institut médical privé en Suisse, accepte de prendre Lucien en charge. Zimmermann, spécialisé dans les cas exceptionnels, comprend immédiatement la situation sans poser de questions embarrassantes. La séparation se fait un matin de décembre 1871. Lucien accueille la nouvelle avec la même indifférence qu'il montre pour tout le reste. Il range ses quelques affaires, ses carnets de dessin, ses fragments de lettres, quelques instruments chirurgicaux qu'Edmund lui a offerts, et se prépare à partir comme s'il s'agissait d'un déplacement ordinaire. « Tu vas nous manquer, Lucien », lui dit Margaret en l'embrassant. « Merci de m'avoir hébergé », répond l'enfant avec sa politesse mécanique habituelle. « J'ai beaucoup appris ici aussi. » Cette phrase résonne étrangement. Edmund se demande ce que Lucien a bien pu apprendre chez eux, lui qui semblait déjà tout savoir. Avant de monter dans la voiture qui l'emmène vers sa nouvelle vie, Lucien se retourne vers Edmund. « Dr Finch, est-ce que vous allez écrire sur ce qui s'est passé ici ?»« Je ne sais pas, Lucien, pourquoi ?» Le docteur Beaumont disait toujours qu'il fallait tout noter, que la science, elle avance seulement si on partage ce qu'on apprend, même les choses difficiles à accepter. Edmund acquiesce, troublé par cette dernière leçon de l'enfant prodige. Les années passent. Edmund reçoit occasionnellement des nouvelles de Lucien par l'intermédiaire de Zimmermann. L'enfant grandit, étudie, développe ses capacités sous la supervision bienveillante de l'Institut suisse. À 16 ans, il intègre l'Université de médecine de Genève, où il devient rapidement une légende. Ses professeurs parlent de lui comme du plus grand génie médical de sa génération. Mais Edmund, dans ses notes privées, garde une trace différente de cette histoire. 15 décembre 1894, 23 ans après le départ de Lucien, je reçois des nouvelles troublantes.
Il est devenu l'un des chirurgiens les plus réputés d'Europe, révolutionnant plusieurs domaines de la médecine. Ses techniques de neurochirurgie en particulier font l'admiration de tous ses confrères. Mais Zimmermann me confie confidentiellement que Lucien n'a jamais retrouvé ce qu'on pourrait appeler une humanité normale. Il soigne, il sauve des vies, mais avec la même froideur clinique qu'il montrait enfant, comme si les patients n'étaient pour lui que des puzzles anatomiques à résoudre. J'ai gardé tous mes notes sur l'affaire Beaumont et sur les capacités inexpliquées de Lucien. Je sais que je devrais les publier, ne serait-ce que pour alerter la communauté scientifique sur les dangers de telles expérimentations. Mais comment révéler une telle horreur sans détruire la vie de Lucien et des autres survivants? Comment exposer des crimes qui impliquent les plus hautes autorités de l'État français? J'ai choisi le silence, et ce choix me ronge. Car je sais qu'en dissimulant la vérité sur Beaumont, je permets peut-être à d'autres de reproduire ces méthodes. Mais en la révélant, je condamnerai un enfant innocent qui a déjà trop souffert. Edmund meurt en 1898, emportant ses secrets dans la tombe. Ses archives sont scellées selon ses volontés testamentaires, avec instruction de ne les ouvrir qu'en 1998, soit un siècle après sa mort. Quant à Lucien, il poursuit sa carrière brillante sous le nom de Lucien Zimmermann, adoptant officiellement le patronyme de son protecteur suisse. Il révolutionne la chirurgie européenne, développe des techniques qui ne seront redécouvertes par la science officielle que plusieurs décennies plus tard et forme une génération de chirurgiens d'exception. Mais il ne se marie jamais, n'a jamais d'enfant, ne semble jamais former de liens affectifs durables. Ceux qui le côtoient parlent de lui comme d'un génie solitaire, brillant mais inaccessible, capable de sauver n'importe quelle vie, mais incapable de comprendre la valeur émotionnelle de l'existence humaine. Il disparaît mystérieusement en 1903, à l'âge de 40 ans, laissant derrière lui une réputation de chirurgien légendaire et un testament léguant tous ses biens à la recherche médicale. Ses notes personnelles, retrouvées dans son bureau, révèlent qu'il n'a jamais cessé de perfectionner les techniques apprises dans le laboratoire de Beaumont, les adaptant aux progrès de la science moderne. Dans ses derniers écrits, on trouve cette phrase énigmatique « J'ai sauvé des milliers de vies, mais je n'ai jamais pu sauver la mienne. Le docteur Beaumont a créé en moi le chirurgien parfait, mais il a tué l'enfant que j'aurais pu être. C'est peut-être le prix à payer pour repousser les limites de la science humaine. » L'histoire de Lucien s'arrête là, mais les questions qu'elle soulève résonnent encore aujourd'hui. Dans notre quête pour repousser les limites de la connaissance médicale, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Quel sacrifice humain acceptons-nous au nom du progrès scientifique? Pensez-vous que de telles expérimentations aient pu vraiment avoir lieu dans l'ombre de l'histoire officielle? Combien d'enfants comme Lucien ont-ils pu être transformés en génies médicaux au prix de leur humanité? Ces archives de la famille Finch, si elles existent vraiment quelque part dans les greniers anglais, contiennent peut-être la réponse à ces questions troublantes. Mais sommes-nous vraiment prêts à connaître la vérité sur ce que la science peut accomplir quand elle renonce à ses principes moraux? Laissez-nous vos commentaires sur cette histoire, qui repousse les limites de ce que nous croyons possible. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les zones d'ombre de l'histoire médicale. Car parfois, les plus grandes avancées de l'humanité cachent les secrets les plus terrifiants.